comment est-ce que des entreprises qui sont au sommet du monde, des géants qu'on pense invincibles, peuvent finir par s'effondrer? C'est une question qui hante le monde des affaires. Et si, en fait, la réponse ne se trouvait pas dans les bilans comptables, mais plutôt dans leur psychologie collective? La question a l'air simple, mais la réponse est loin de l'être. Souvent, ce n'est pas parce qu'il manquait des infos ou à cause d'une seule mauvaise décision. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, de plus profond. C'est comme un aveuglement volontaire face à une réalité qui dérange. Regardez ça. D'un côté, des titans, des leaders incontestés sur leur marché. De l'autre, des empires en ruine. Kodak, qui a carrément inventé l'appareil photo numérique, mais qui a tout misé sur la pellicule. Nokia, qui dominait le monde du mobile et qui a complètement raté le virage du smartphone. Le truc de fou, c'est qu'ils avaient tout. Les données, les ingénieurs, l'argent. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, pour percer ce mystère, on va explorer ensemble le déni organisationnel sous toutes ses coutures. D'abord, on va définir ce concept. Ensuite, on verra comment il se manifeste. Puis, on va creuser pour trouver les racines de ce refus de voir. On regardera aussi le prix, souvent très lourd, de cet aveuglement. Et on terminera avec une question un peu surprenante. Est-ce que parfois, ce déni ne serait pas une défense nécessaire? Pour vraiment comprendre la chute de ces géants, il faut faire un détour assez inattendu. On va s'éloigner des écoles de commerce pour se rapprocher du cabinet d'un psychanalyste. Oui, on va voir comment une idée de Sigmund Freud peut éclairer la stratégie d'entreprise. Voilà le concept central, le déni, ou Verleugnung, pour reprendre le terme allemand de Freud. C'est un mécanisme de défense de notre esprit. En gros, quand une réalité est trop dure, trop angoissante à accepter, notre cerveau, pour nous protéger, trouve un moyen de ne tout simplement pas la voir. Il l'annule. Et le processus est finalement assez simple et universel. Étape 1, une info menaçante fait surface. Étape 2, cette info crée une angoisse terrible, insupportable. Et donc étape 3, pour survivre à cette angoisse, l'esprit met en place une défense. Il annule psychiquement la réalité. La réalité est toujours là, bien sûr, mais elle n'est plus reconnue. Et c'est là que tout bascule. C'est l'hypothèse folle au cœur de notre analyse. Et si une organisation, une entreprise entière, pouvait agir comme une seule personne? Et si elle pouvait, elle aussi, être dans le déni? Le parallèle est assez incroyable, regardez. Ce que Freud appelle le moi, l'instance qui décide. Eh bien, dans l'entreprise, c'est le système de gouvernance, le comité de direction. La réalité traumatisante, ce sont ces fameuses données du marché qui disent que le monde change. L'angoisse, ça devient la menace stratégique qui pèse sur la survie même de l'entreprise. Et le déni alors? C'est le discours officiel, les belles histoires qu'on se raconte en interne pour neutraliser la menace et faire comme si de rien n'était. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ce déni se manifeste concrètement dans une boîte. Il prend principalement 3 formes différentes. La première forme, c'est la plus brute, la plus radicale, le déni de réalité. C'est simple, on refuse un fait objectif. L'organisation refuse de voir qu'il y a une transformation majeure du marché. C'est le « non, ça n'arrive pas ». L'exemple de Kodak est parfait pour ça. Face à la montée en puissance du numérique, qu'ils avaient eux-mêmes inventé, le discours officiel en interne, c'était que la pellicule resterait la reine. Ce n'était même plus une erreur d'analyse à ce stade, c'était un refus pur et simple de voir une réalité qui menaçait leur identité profonde. La deuxième forme est un peu plus subtile. C'est le déni de signification. Là, on admet la réalité, on voit bien le fait, mais on minimise complètement son importance. C'est le « oui, ça arrive, mais ce n'est pas si grave ». On a tous déjà entendu ça, non? Les ventes s'effondrent sur le long terme, mais en réunion, on entend que c'est juste un ralentissement cyclique, ça va repartir. C'est une façon de se rassurer collectivement. On voit bien le symptôme, la fièvre, mais on se persuade que c'est un petit rhume, pas une maladie grave, pour ne pas avoir à prendre le traitement de choc qui serait trop douloureux. Et enfin, la troisième forme, qui est sûrement la plus courante, le déni partiel. Là, l'entreprise reconnaît les faits, elle admet même que c'est important, mais elle refuse d'en tirer les conséquences. C'est une banque qui voit très bien la digitalisation arriver, mais qui refuse de changer son modèle d'agence. En gros, on accepte le changement en théorie, mais on le refuse dans la pratique. Mais alors, comment un tel déni peut s'installer aussi profondément? Ce n'est pas juste l'erreur d'une personne. C'est un mécanisme qui est produit par la structure même de l'organisation. Voyons un peu pourquoi. La hiérarchie joue un rôle clé là-dedans. Tout en bas, sur le terrain, au niveau opérationnel, les gens voient la réalité brute. Les commerciaux, par exemple, ils voient bien que les clients changent. Mais quand cette information remonte, elle est filtrée. Le middle management l'adoucit, la reformule pour ne pas passer pour un porteur de mauvaises nouvelles. Et ce qui arrive tout en haut, au comité exécutif, ce n'est plus une réalité menaçante. C'est une info neutralisée, qui n'oblige personne à se remettre en question. Et il y a des moteurs très puissants qui alimentent ce mécanisme. D'abord, le coût psychologique du changement.
Pour certains, ça veut dire perte de pouvoir ou la remise en cause de toute une carrière. Ensuite, il y a la culture d'entreprise. Dans les boîtes où l'échec est interdit, admettre une menace, c'est déjà un début d'échec. Et enfin, et ça c'est crucial, le déni protège le pouvoir en place. Reconnaître la menace, ce serait admettre qu'on a fait des erreurs stratégiques dans le passé. On arrive maintenant aux conséquences. Parce que le déni, ça ne dure qu'un temps. Le réel finit toujours par frapper à la porte. Et la facture pour des années d'aveuglement, c'est souvent l'effondrement. Cette chronologie est vraiment parlante. Pendant des années, tout semble stable. En surface, l'entreprise a l'air en pleine forme. Mais c'est une stabilité artificielle, maintenue à bout de bras par le déni. Puis, les premiers signes de crise interne apparaissent et sont ignorés. La compétitivité commence à baisser. Et un jour, c'est la rupture brutale. L'effondrement a l'air de sortir de nulle part, mais en fait, c'est la conclusion logique d'un long processus. Et voilà le point le plus important à retenir. La crise finale n'est pas un événement soudain. C'est juste le moment où le barrage du déni, qui a tenu pendant des années, ne peut plus contenir la pression de la réalité. Il cède et tout est emporté d'un coup. On arrive à notre dernière partie et elle apporte une nuance assez intéressante. Jusqu'ici, on a vu le déni comme un mécanisme purement destructeur. Mais et si, paradoxalement, il avait aussi une fonction utile, voire même nécessaire? En fait, le déni n'est pas seulement une maladie. Il a aussi une fonction protectrice. Imaginez une menace existentielle, une lucidité totale et brutale pourrait complètement paralyser l'organisation de panique. Le déni, au moins pour un temps, peut maintenir la cohésion du groupe, préserver l'identité collective et permettre de continuer à avancer malgré l'incertitude. Une organisation sans aucune capacité de déni serait peut-être tout simplement ingouvernable. Et cette phrase résume tout. Le vrai enjeu stratégique, ce n'est pas toujours de collecter plus de données, plus d'informations. Le vrai enjeu, c'est la capacité psychique d'une organisation à accepter les informations qu'elle a déjà. La stratégie, ce n'est pas qu'une science froide et analytique, c'est aussi, et peut-être même surtout, une discipline psychique. On termine avec cette question qui nous ramène au-delà de Kodak ou Nokia, parce que ce mécanisme de déni, il est universel. Alors, en observant son propre environnement, son équipe, son entreprise, quelle est cette vérité un peu inconfortable que tout le monde connaît au fond, mais que personne n'ose vraiment nommer? Quelle est la réalité que l'organisation, collectivement, refuse de voir? La réponse à cette question détient peut-être la clé de son avenir.